Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, il sera question du programme Acti-Récré qui transforme les récréations en laboratoire d'apprentissage sociaux. On vous fera connaître une auberge zen pour animaux. On vous parlera de la 20e édition de la dictée lavalloise. Il y a un nouvel humoriste qui se fait une belle place au soleil. On va faire connaissance avec lui. Le pournom Olivier Martineau. Et vous verrez une artiste qui, avec du cuir, du verre, du plastique, du bois, fait des choses extraordinaires. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi votre affaire. On va également parler du droit à l'emploi, de chocolat haut de gamme, d'un prochain salon des reptiles et notre chroniqueur cinéma reviendra sur la soirée des Oscars. L'édition de la semaine du 1er mars 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. C'est un plaisir de le recevoir à chaque semaine. Il fouille dans son sac à nouvelles. Il nous sort 3 nouvelles et on les commente à Laval et compagnie. Ghislain Plourde de l'Écho de Laval, bonjour. Bonjour Éric, et dans mes emplettes cette semaine, on parle de sport. Ben oui, beaucoup. D'abord, la première des 3 nouvelles, c'est un complexe de baseball à Laval. Oui, lors des précédentes saisons de Laval et compagnie, je vous avais parlé de ce centre national d'entraînement de baseball Mais Québec. ça fait longtemps que ça bouillonne, cette histoire-là. Exactement, ça fait à peu près 3 ans. Un centre national qui comprendrait des infrastructures pour permettre à l'élite de ce sport de pouvoir pratiquer été comme hiver, mais qui pourrait servir également à d'autres disciplines sportives. On voudrait y inclure un stade d'environ 5000 places et favoriser l'implantation d'une équipe professionnelle de type Capitale de Québec, Aigle de Trois-Rivières de la Ligue Can-Am. Donc oui, c'est un projet qu'on entend parler depuis un bon 3 ou 4 ans. Le site de l'ancien cinéparc de Laval, le long de l'autoroute 15, a été ciblé. OK. Le futur siège social de l'Humaine, une grande compagnie à l'intersection de la 13 et de la 440, on ciblait également ce terrain. Malheureusement, il y a d'autres options. Et voilà qu'on apprend que ce projet pourrait naître dans le parc industriel Impact 440. C'est dans le cœur de Laval, intersection Curé-Labelle et Saint-Elzéar. OK, là, je le vois. Pour vous situer. Oui. Et ce terrain est une propriété du Fonds immobilier Cominard. On ne sait pas pour l'instant l'intérêt du propriétaire du site par rapport à ce projet de Baseball Québec. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en coulisses, la Ville de Laval et Baseball Québec élaborent des plans. Et ce qu'il y a de très intéressant par rapport à cette location, c'est que ce projet-là est né d'efforts faits par un citoyen, Emilio Migliosi, qui s'est assis avec Baseball Québec, avec la Ville de Laval, et qui a eu un entretien préliminaire avec Cominard pour implanter ce projet à cet endroit-là. Maintenant, il faudra attendre pour la suite des choses, mais disons que ça augure bien. Pour avoir une rivalité Montréal-Laval, sait-on jamais. je sais que M. Coderre, lui aussi, veut améliorer les installations de... Ah, tout à fait, oui. Amélioration, effectivement, des parcs de terrain de baseball du côté de Montréal. Restons dans le sport, une patinoire réfrigérée à Laval. Extérieur. En plus? Oui. On a déjà ce genre de projet dans des quartiers à Montréal. On en a inauguré une tout récemment du côté de Longueuil et on pourrait le faire à Laval avec le concours de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Parce que ce sont eux qui les installent. Exactement, qui sont effectivement, l'organisation est promoteur de cet événement et on supporte les municipalités qui veulent implanter ce genre de projet-là dans des quartiers qu'on veut revaloriser. La Ville de Laval a déposé le projet quelque part à l'automne dernier. On vous l'apprenait en primeur sur l'échodelaval.ca. Et la Fondation des Canadiens pour l'enfance devrait confirmer le projet dans les prochains mois. On dit devrait confirmer, ne devrait pas infirmer avec, évidemment, l'engagement du Canadien à Laval avec la Place Belle. On devrait s'attendre à une confirmation dans les prochains mois. Est-ce qu'on parle d'une installation 2015 ou 2016? On va l'annoncer cette année, mais installation 2016. Ça, c'est certain. La dernière des 3 nouvelles, l'éoduc Enbridge qui inquiète la commission scolaire de Laval. Oui, bien, vous savez, cette canalisation passe dans l'est de Laval, sous des quartiers résidentiels, mais également sous 3 écoles, Fleur-Soleil, l'Escale et Hébert. La commission scolaire, évidemment, est préoccupée par ce projet d'Enbridge, d'inversion du flux et, évidemment, avec les dangers que ça peut entraîner en cas de bris de canalisation. Elle a donc fait part de ses inquiétudes à l'Office national de l'énergie, une démarche qui fait suite déjà
à une première étape entamée par un professeur de l'école Fleur-Soleil qui avait fait à peu près le même type de représentation auprès de l'Office national de l'énergie, qui avait même tenu un rassemblement à l'automne dernier contre ce projet d'Enbridge. On ne l'a pas dit, mais on peut soumettre ces nouvelles à l'Écho de Laval. Oh, tout à fait. Hein? Si on a une information. Vous allez directement sur le site, vous allez trouver l'endroit exact pour nous joindre, évidemment. Vous nous glissez toutes vos nouvelles là-dessus et vous surveillez Laval au quotidien grâce à votre quotidien web, l'échodelaval.ca. Donc, des nouvelles fraîches à tous les jours. Tout à fait. Hey, j'ai pris votre slogan. Merci, Ghislain. Plaisir. À la Bonne prochaine. semaine. Au revoir. L'Acti-Récré se vit à l'école Le Petit Prince. C'est un petit peu particulier, la façon que ça se vit, parce qu'on est une école de premier cycle uniquement. Le tiers de l'école, c'est du préscolaire. C'est un projet qui est à l'école, implanté à l'école avec ces enfants-là depuis environ 8 ans qu'on vit le projet. Cette année, c'est particulier parce que c'est les élèves de deuxième année donc qui font l'animation sur la cour. C'est un test qu'on a voulu faire. Puis finalement, on est chanceux, là, ça s'est bien déroulé. On a mis plusieurs activités en place. On est une école de petits, de maternelle à deuxième année. Donc, on met des activités pour venir chercher les tout-petits, pour contrer la violence, pour les aider à être actifs et jouer en équipe. Le nom du jeu, c'est foulard. On met un foulard dans nos pantalons. Après ça, il faut courir. La personne qui l'attrape, mais elle garde le foulard dans ses mains. Après ça, l'ami doit venir nous voir. Et on leur donne un foulard. Quand il nous en reste plus, ils refaisent la ligne jusqu'à le jeu arrête. Puis après ça, on rejoue. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes en animant à Acti-Récré? C'est qu'on voit les enfants jouent et quand il y a des conflits, ils viennent nous voir et on règle le conflit. Donc, ce sont des activités qui sont tout le temps pleines, qui sont très demandées par les enfants. Quand c'est journée Acti-Récré, qui est le mardi et jeudi, c'est tout le temps très populaire. Les enfants sont contents. Ça vient donner du leadership aux enfants qui animent. On les a coachés, comme on dit, si on peut bien dire comme ça, pour qu'ils soient des leaders, pour qu'ils soient des animateurs. Donc, on les soutient là-dedans. Il y a Mario, Annie et moi, et M. Jean-François. Donc, ça fonctionne depuis le mois de septembre. Ça fonctionne bien. Parallèlement à Acti-Récré, moi, j'ai instauré une ligue de soccer pour les élèves de deuxième année. Donc, il y a 8 groupes, il y a un horaire. Les 8 groupes jouent l'un contre l'autre à raison de 2 fois par semaine. Et puis, ce sont des élèves qui arbitrent pour officialiser les parties. Il y a une comptabilisation des points qui servent éventuellement à trouver un gagnant, des gagnants. Il y a 2 groupes finalistes qui jouent à la fin. Parmi les pointages, il faut noter qu'il y a aussi les points d'harmonie. Pas juste les résultats des matchs, parce qu'on veut valoriser les bons coups, les bons gestes. Donc, les arbitres sont responsables de vérifier s'il y a des mots qui sont dits correctement. Si jamais il y avait des élèves qui avaient des écarts de conduite, on enlève des points d'harmonie pour ce groupe. Je trouve que c'est génial parce que je peux arbitrer et j'aime arbitrer cette activité de soccer parce que moi, j'en ai fait du soccer et j'ai trouvé ça génial. À la fin, les 2 groupes qui ont eu le plus de pointage jouent une finale et la cerise sur le sundae, c'est le groupe gagnant joue un match contre les professeurs. Donc, c'est un match qui, effectivement, est très populaire. Les élèves sont fiers d'eux de participer à ce match. Donc, ce sont des élèves, comme vous voyez derrière moi, qui animent le soccer et c'est un succès de voir des élèves participer à ce tournoi. À Laval,
Laval et compagnie, on entend souvent parler de nouveaux endroits ou des activités dont on n'avait jamais entendu parler avant. Et justement, Véronique Angeline nous parle de ses trouvailles à Laval. Salut Véronique. Bonjour. Donc, tu commences avec un endroit assez inusité. Évidemment, je n'avais jamais entendu parler de ça. L'auberge zen pour animaux. Oui, donc c'est quand même particulier. C'est particulier, oui. C'est un centre d'hébergement qui est unique en son genre, qui offre des services et une pension, en fait, pour tous les genres d'animaux. Donc, pas juste les chats et les chiens. Non. Les reptiles, les hamsters, les animaux exotiques et même inhabituels. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est un animal inhabituel. Mais bon, l'auberge zen est là pour les accueillir. Vous pouvez faire garder votre perruche. C'est exactement ça. Hein? Si tu vas en vacances puis tu veux faire garder ta perruche, l'auberge zen est là pour toi. Donc, il y a vraiment plusieurs services. Le premier, en fait, c'est une garderie de jour. OK. Donc, vraiment, au même principe que pour un enfant, tu vas à la garderie de jour pour faire garder ton chien, ton chat, ton escargot, peu importe. Ton escargot. Mais c'est pratique. C'est pas nécessairement juste de l'hébergement à longue durée. Non. Ça peut être juste une journée C'est comme exactement ça. ça. Donc, ils ont vraiment un horaire prévu, une journée type pour une journée de garderie. Je vais te raconter ça. Donc, entre 7h30 et 9h, c'est l'entrée, l'arrivée des animaux. De 9h à midi, c'est la période de jeu entre les animaux de même genre, évidemment. Ils peuvent se faire des amis. Ils peuvent se faire des amis. C'est fun. C'est ça. Donc, de midi à 1h, c'est la période de repos. De 1h à 5h, c'est encore une période de jeu. Et ensuite, bon, les animaux retournent chez eux. Donc, c'est vraiment une bonne façon. Si, admettons, toi et moi, on a une vie super occupée, on a chacun un chien, puis on veut pas qu'il s'ennuie tout seul à la maison, bien, on peut aller le porter à la garderie de jour comme on ferait avec un enfant. OK, bien, c'est pas si bizarre que je croyais quand même. C'est pratique. Oui, c'est pratique. Donc, il y a aussi la pension. Là, on parle de court terme avec la garderie de jour. La pension, c'est vraiment si on s'en va en voyage ou il faut qu'on soit en dehors de la ville. Je peux aller porter mon animal. Il y a vraiment des condos, des suites spacieuses pour les chats, les chiens surtout. Des suites. Des suites, oui, c'est de la qualité pour les animaux. Donc, il y a des forfaits qui sont même à la carte personnalisables pour tes animaux. Donc, si tu pars, ils sont bien entre de bonnes mains, on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a des sports même aussi. Là. Il y a des sports, oui. Donc, ton animal, ton chien, c'est surtout pour les chiens, peut apprendre l'agilité, le flyball, qui est une course à relais, le rallye-haut, qui est un rallye d'obéissance. Mais mon activité préférée, c'est vraiment, on appelle ça le freestyle. En fait, c'est une danse avec ton chien. Tu peux aller à l'auberge zen pour apprendre une chorégraphie avec ton animal et on apprend à l'obéissance, au son d'une musique. Donc, c'est vraiment comme une chorégraphie que tu fais avec ton chien. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Tu peux faire avec ton animal. Donc, c'est vraiment des activités hors du commun qu'on ne savait pas, en fait, que ça existe, mais qu'il y a des gens qui font ça et qui nous offrent ces services-là. En tout cas, j'aimerais ça de travailler là. Moi, je m'amuserais, là, c'est sûr. Écoute, c'est sur le boulevard Fortin à Laval. Exactement. 1875, puis le téléphone 450-663-3338. Oui, sinon, c'est aubergezen.com pour plus d'informations. Bien, c'est super le fun, très original. Et l'autre découverte, le fleuriste versatile boîte à fleurs. Oui, en fait, c'est depuis 1966. C'est une entreprise familiale qui se dévoue à faire des arrangements floraux pour toutes les occasions. On les nomme, ils vont être là pour nous. Donc, les mariages, les anniversaires. Pâques, exactement, oui, des bons bouquets de fleurs. La fête des mères, Tu peux toutes les nommer. La boîte à fleurs sont là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas seulement des arrangements floraux, il y a un espace gourmet aussi. Puis moi, les espaces gourmets... On aime ça. Exactement, on aime ça. Donc, il y a vraiment tout. Il y a du chocolat, des paniers gourmands, des boîtes à lunch aussi. Donc, on peut retrouver plusieurs produits. Ici, j'ai une longue liste. Il y a des chocolats Fachon, il y a des sandwichs, il y a des fromages québécois, des viandes confites, des pâtisseries, des gâteaux. C'est vraiment un endroit où on peut retrouver tout et n'importe quoi. Et c'est de la bonne qualité. C'est vraiment... la famille là-bas, c'est vraiment leur... ils se dévouent vraiment pour avoir Oui. On avait déjà reçu la propriétaire puis sa fille... Oui. Stéphanie Joly, je crois, elle était très sympathique. Ils font la livraison aussi, même jusqu'à la Rive-Sud. Oui. Montréal, Rive-Sud, Laval, évidemment. C'est vraiment une valeur qui leur est à cœur de servir leurs clients comme ça. Il reste très peu de temps, Véronique. Oui. Est-ce qu'on y va avec ta dernière trouvaille? Bien, les oui. studios Jam Laval, En pour fait, les musiciens qui nous écoutent, peut-être? C'est exactement ça. C'est un endroit où on peut louer des studios d'enregistrement pour faire entendre à tout le monde, en fait, notre bonne musique. Et c'est vraiment juste ça. C'est sur le boulevard des Laurentides. Et si on veut plus d'informations, on peut appeler le 514-969-8618. Et c'est pas mal ça. J'ai vu des photos, puis ça a l'air très haut de gamme. C'est très beau, Exactement. hein? C'est de la très bonne qualité. inspirant. Oui, de la bonne qualité.
qualité. Hey, merci beaucoup, Véronique. C'est un plaisir. Saviez-vous que le français est la 10e langue la plus difficile à apprendre dans le monde? Elle est devancée par le danois, le norvégien, l'allemand, le finnois, le japonais, l'islandais, l'arabe, le grec et le chinois. L'une des façons de mieux maîtriser son français serait probablement de participer à la 20e édition de la dictée lavalloise. Pour nous en parler, nous avons un homme plus que parfait. Jean-Jacques Lapierre, bonjour. Oui, Monsieur Rémy, c'est un plaisir d'abord de venir vous rencontrer. Même chose ici. Une valeur ajoutée que de parler de la dictée lavalloise. Bien, parlez-moi un peu justement de l'historique de la dictée lavalloise. La dictée lavalloise existe depuis 20 ans. Auparavant, elle faisait suite à une dictée qui s'appelait la dictée des bibliothèques, la dictée du Nord, qui a duré pendant 5 ans. Et j'ai eu le plaisir de participer à toutes ces dictées depuis le début. Alors, j'étais jeune. J'étais très jeune à ce moment-là. Alors, donc, 20 ans plus jeune, 20 ans disons-le. plus jeune, oui. Mais elle s'est internationalisée, la dictée, en plus. Oui, oui, parce que elle est donnée simultanément avec la ville de Laval en Mayenne. Et puis, disons que ça fait déjà 12 ans qu'elle a une saveur internationale. Et plus encore, la dictée a pris, disons qu'avec le Cameroun, ils ont suivi un petit peu ce qu'on fait actuellement pour faire des dictées adaptées à leurs besoins eux autres. Bon, justement, il y a différentes classes dans cette dictée-là. Il y a les très forts. Oui. Il y a même ceux qui ont déjà été des champions. C'est Et il y a ça. des gens qui sont en classe de francisation. Donc, tout le monde peut y trouver son compte. On a pour tous les goûts. On a pour le primaire 1, primaire 1, 2, le cégep, les adultes, le cégep, pour tout le monde. Puis il y a des beaux prix. Il y a des prix très intéressants. Et puis il faut savoir que c'est un jeu. Hein? C'est un jeu. Il faut savoir que tous les résultats demeurent secrets. Parce que si j'arrive, puis quelqu'un qui arrive qui fait 20 fautes, à un moment donné, des fois, on n'aimerait pas tellement montrer qu'on a fait trop de fautes, mais c'est difficile. Vous savez, quelqu'un peut faire facilement 20 fautes. Bon, qui fait la dictée cette année? Parce qu'elle est amenée par quelqu'un de différent chaque année, C'est non? ça. Une année, elle est faite ici à Laval, puis une autre année à Laval, en Mayenne. Alors aujourd'hui, c'est M. Jacques Bruno, Jacques Dremot de Laval, en Mayenne, qui fait ça. C'est un type avec des grands titres français, hein, avec des grands titres qui fait la dictée. Mais qui connaît la littérature québécoise. Et oui, il faut, parce que marquez bien qu'on est obligé de faire une révision et de l'adapter aussi à nos besoins. Que ce soit international, que ce soit adapté à leurs besoins, nous autres, puis nous autres. Il faut dire qu'on est peut-être plus exigeants, nous autres, ici, les Québécois, que les autres peuvent l'être. Ben voyons donc. Ah oui, ah oui. J'aurais cru le contraire. Ah oui. Et puis les résultats des Lavallois sont meilleurs que ceux des Français. Qu'on peut se péter les bras. On ne dira pas. On ne dira pas. On va le dire pareil. Dites-moi donc, quand vous parlez de prix à gagner, outre les honneurs, qu'est-ce qu'on gagne si jamais on a les meilleurs résultats? Oui, il y a des prix en argent qui sont donnés pour les jeunes. Et puis, il y a des prix, des volumes, vous savez, je vous dis, il y a des prix, des belles surprises qu'on peut faire à tout le monde. Tout le monde part avec des volumes, des paquets. Et puis, lors de la dictée, même, parce que lorsqu'on va donner les prix, mais lors de la dictée, il y a des prix de présence. Écoutez, on en a assez pratiquement pour tout le monde. Donc, on n'aura pas assez de temps pour tout le dire, c'est ça que vous me dites? Non. Mais il y a plus de 350 personnes qui participent à cette dictée-là. Okay? Alors, c'est une des principales activités ludiques dans la province de Québec. Dites-moi, est-ce que c'est donné simultanément à Laval-en-Mayenne et ici à Laval, ou c'est à deux moments à cause des fuseaux horaires? À deux moments par rapport au décalage horaire. Alors, c'est ça, mais ça va bien. Là-bas, c'est donné. J'ai eu le plaisir d'aller donner la première version de la dictée, là-bas, il y a 12 ans. Et puis, c'est intéressant de voir la réaction des gens. Je pense qu'il est toujours attitré à la lecture de cette dictée, c'est Marius Brisson. Marius Brisson qui est le lecteur, puis Marius fait bien ça. Marius a une diction parfaite. Et puis, pour la dictée, c'est notre lecteur officiel. Bon. OK. Il faut le dire, ça coûte 2 $, mais c'est à peine. Je veux dire, c'est vraiment pour les frais d'inscription. C'est ça, les frais d'inscription. Alors, on peut trouver le formulaire d'inscription dans toutes les bibliothèques de Laval, je vous le mentionne en passant. Sinon, il est en ligne à l'adresse ville.laval.ca. Vous tapez « Dictée lavalloise » dans le moteur de recherche et vous allez pouvoir trouver ça. Et on le donne, j'imagine, à la porte avec notre 2 $. À la porte, et c'est donné au centre communautaire du Boisier-Papineau. OK. Le 21 mars, samedi le 21 mars,
à 13h. 13h. Et puis, on vous attend. Et puis, écoutez, venez nous voir. On a toujours beaucoup de succès avec cette dictée. Et les gens, il y a beaucoup d'échanges intéressants. Est-ce que vous allez la faire, la dictée, Jean-Jacques? Je ne fais pas la dictée, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de participer. Alors, Ah non, ben ça donne bien. De bien paraître. OK. Alors, le Bois Papineau, c'est 3235 boulevard Saint-Martin. Je vous rappelle, c'est samedi 21 mars à 13h pour cette 20e édition de la dictée lavalloise. Merci, Jean-Jacques. C'est moi, c'est un plaisir. Merci. Ce soir, on a été au Théâtre Saint-Denis pour la première médiatique du spectacle d'Olivier Martineau. C'est une grande soirée pour lui ce soir. C'est bon, j'aime ça. Est-ce que j'arrive trop tard? En fait, dans l'intro, on la garde. On la garde. Comment ça va, toi? Numéro 1. Numéro 1, Oui. justement, c'est ton premier spectacle. Et quelle coïncidence? Non, excuse-moi, pas premier spectacle, mais ton spectacle One-Man Show à toi. C'est la première fois où je vais joindre à la fois la danse, la poésie, les arts de cirque sur scène. Non, c'est mon vrai premier spectacle d'humour. Ça fait quelques années que je suis sur les planches, mais un grand spectacle comme ça avec des affiches, c'est fun, hein? Oui, et là, tu m'as pris au dépourvu parce que, attends une minute, il m'en manque des petits bouts. Il y avait une Parce petite que, recette. oui, il y a une Alors, petite à la recette. maison. Mais- Non, mais en fait, justement, là, cette fois-ci, tu fais pas la première partie d'Anthony Cavana, ni Jamel Debbouze, ou encore, qui avait dit le Jerry Seinfeld. Ben oui, Oui, c'est ça. oui. Et là, cette fois-là, c'est ton spectacle à toi. C'est fun. Ah oui, ben c'est agréable d'avoir une plateforme à soi. On peut s'amuser pendant longtemps. Mais en même temps, c'est tellement agréable de jouer avec ces messieurs-là que toutes les expériences de scène sont bonnes. Mais le plaisir que j'ai ce soir, c'est de pouvoir m'étendre. Puis, tu sais, on peut aller beaucoup plus loin dans les sujets, bien sûr, en 1h30 qu'en 10-15 minutes. Ça, c'est certain, oui. Mais là, comment tu te sens? C'est la première médiatique de Montréal, mais tu l'as eu déjà à Québec. Mais là, comment on se sent ici? Je me sens un peu, tu sais, comme quand tu t'en vas manger du homard. Tu te dis, ça va être du trouble, là, mais on va avoir du fun. Mais il va falloir, tu sais, préparer une nappe. Ça va revoler. Ça va être ça. Puis, comment tu décris ton spectacle? Parce qu'il paraît que tu haïs pas mal d'affaires, que... Je sais pas. Comment tu le décris, toi, ton spectacle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais pas, là, on dit que tu haïs plein de choses, Qu'est-ce qu'on dit que tu comprends pas grand-chose. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est bon, des caves! Rien que des épais tout le temps. C'est vrai, j'invente rien! Bon, des caves, je les attire. Je les attire, les imbéciles. Je suis comme une lumière la nuit pour les bébites, tu sais. Ça vient me voir, je sais pas pourquoi. Arrête! J'invente rien, moi. Après un spectacle, c'est jamais deux belles filles avec des gros totons qui viennent me voir. Hey, moi, ma soeur, on t'a trouvé super drôle! C'est jamais ça, toujours un gars avec du poil dans le dos. T'es drôle en tabarnak, ce gars-là vient me voir après le show. Ben, je comprends rien, en fait. J'essaie de comprendre. Et sur scène, je décortique tout ça avec les gens. J'essaie de... En fait, je m'empresse de tout compliquer dans la vie. Je pense que j'aime pas les choses simples. Et ce spectacle-là, on fait un peu le ménage du sable dans l'engrenage de cette société. C'est jamais de jugement, c'est toujours du constat. On se ramasse à haïr, mais ensemble, tu sais. Parce qu'on se rend compte qu'au final, on aime haïr les mêmes affaires, tu sais. Ouais. Là, tu as participé aussi à beaucoup de galas. Tu as fait, je pense, celui de Laurent Paquin, Mike Ward, Emmanuel Bilodeau, Marie-Lise Pilote. Écoute, tous des grands, là. Oui. C'est quelque chose. Depuis 4 ans, on te voit un petit peu partout. C'est ça qui est spécial. Oui. T'es chanceux. C'est le fun. Je suis chanceuse. C'est spécial, hein? C'est spécial. C'est spécial. Et là, on va te voir à Laval, le 14 et le 15 août, parce que, oui, nous, on est de Laval. Ben oui, Laval. Mais ma ville, je suis natif de Laval, moi. Ben voyons donc. Parle-nous de ça un petit peu. Ben, Laval est une ville importante. Mal aménagée, mais je suis un peu déçu. Non, je vais dire honnêtement Laval, c'est parce que, tu sais, je viens de là. Moi, j'étais un petit gars de Laval, puis honnêtement, ça a bien changé. Là, moi, c'est parce que c'est une déception, Laval. C'est qu'il n'y a rien qui marche. Tu vois-tu, il n'y a rien qui marche. La fusée marche pas à Laval. Les grosses soucoupes volantes, c'était un cinéma, ça marche pas pour vrai.
La mairie, ça marche pas fort. Je veux dire, la seule affaire qui marche, là, je pense que c'est pas mal rien que le monde. Les autobus sont aux heures. Dans Laval, j'aimerais ça y retourner un jour. Là, tu vas pouvoir monter un spectacle, un numéro, peut-être justement pour ça, en venant à Laval. Non, il n'y a rien de drôle là-dedans. Là, non, c'est très sérieux, Laval. C'est très sérieux. On n'y est pas avec ça. Et là, ça va très, très bien parce que tu as déjà des supplémentaires, même ici à Montréal. Pour le mois de décembre, déjà, tu commences ta tournée et tu as des supplémentaires. Oui, donc des supplémentaires déjà annoncés. Ça, c'est agréable. Par contre, c'est en décembre, ce qui fait en sorte que ça me fait beaucoup de temps à attendre ici. Je suis content de m'avoir amené une petite barre tendre. Et là, tu as une belle grande tournée. On peut aller voir sur ton site, justement, oliviermartineau.com. Tu as une très, très grande tournée toute l'année. Il y en a partout. Partout. Des fois, tu te dis, voyons, il va-tu passer chez nous? Ouais, tu te veux d'abord, je suis dans une de tes bay windows de salon. Écoute, non, grande tournée. Sauf cet été. Cet été, là, tu t'assois un peu plus puis tu restes tranquille. Hein? Je pense que c'est à Magog. Non, je m'assois pas. Moi, c'est vraiment du stand-up ce que je fais. Et non, mais c'est vrai, il y a les dates sur le site Internet. On va dans Yahoo. Tape Google, mon nom, ça sort tout de suite, oliviermartineau.com, il y a un tiret là-dedans quelque part, je sais pas, entre Olivier et le Martineau. Ben, en fait, http olivier-martineau.com. Donc, en gros, là, je pense que ce soir, tu vas déplacer de l'air, tu me déstabilises. Écoute, je n'est pas fini. Déjà beaucoup de plaisir, il y a un entracte, on revient avec du plaisir, après ça, je mets tout ça dans mon truck. Écoute, on n'est pas couché. Bien, en tout cas, on a hâte d'aller te voir ce soir, mais on a hâte de te voir à Laval. Bon spectacle, bonne première ce soir. Merci beaucoup. Restez là, la météo. Y a-tu la météo? On sait pas. Oui, ce soir, il va faire moins 23. Es-tu content? Un petit peu plus chaud que la Lune. Restez là. Il n'y a pas de bonne nouvelle, jamais! Il y en a une, elle est commanditée, c'est bien la preuve. Ça va pas bien, ils se battent la payer, t'as moins ça! Notre prochain invité a fait de sa passion son métier. D'un bout de tissu, de cuir, de bois, de verre ou de plastique, elle en fait des œuvres uniques. De la bête de création d'apparat, Joanne Champigny, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, merci beaucoup. Dis-moi la différence entre un bijou et une création d'apparat. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, moi, je pense que ce que moi, je crée, la création d'apparat, c'est fait avec une émotion, plus qu'un bijou qui est vraiment une parure métallique pour moi. OK? Quand je prends la matière brute du cuir... Justement, la caméra va se promener sur les différents objets que l'on a ici devant nous. Oui. Donc, ce qu'on voit, ce sont vos créations. Ce sont tous mes créations. Ce sont tous des exclusivités aussi. Donc, il n'y a jamais deux bijoux pareils. Et ce que vous faites, bon, on le voit, c'est à la fois des bracelets, des colliers. Oui. C'est comme un gant ou je ne sais pas trop quoi. Ben oui, ouais. C'est un bracelet, mais qui descend plus sur la main. Des fois, ça peut être une manche. Et vous faites ça depuis 2010? Oui, exactement. J'ai été commis comptable. Vous êtes levé un matin en disant « c'est ça ma voie ». Non, j'ai toujours été artiste dans l'âme depuis toujours, mais à un moment donné, je dis, OK, je vais écouter ma passion parce que, bon, le corps te fait mal à un moment donné. Et puis là, ben, j'ai quitté mon emploi, puis j'ai ouvert la porte d'une cage, puis l'animal est sorti, la bête est sortie. Bon, justement, vous appelez ça la bête. Pourquoi la bête? Oui, bien exactement, parce que j'avais vraiment une bête intérieure. Et puis, cette bête-là, elle voulait juste sortir pour créer. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, bon, OK, oui, je travaillais, maman à la maison et tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, on rouvre la cage, la bête est sortie. C'est comme ça que j'ai trouvé le nom de mon entreprise, aussi simple que ça. Où trouvez-vous justement les différents objets qui font vos créations d'apparat? Bien, le cuir est à 99,9 % du cuir recyclé. C'est souvent du cuir neuf, mais ce sont des retailles de designers, de bottiers, de gens qui font des vêtements en cuir. Puis bon, et moi, j'achète des lots de cuir. Donc, c'est toute de la récup. Et même ce qui a déçu, le plus possible, j'essaie de prendre que du recyclage. Donc, chaque pièce est unique? Ah oui, oui, chaque pièce est unique. Vous vous levez en disant, vous voyez différents matériaux, vous dites ça va ensemble, c'est ça? Exactement. Je pense jamais un bijou à l'avance. J'entre dans mon atelier, puis là, ben, je touche un petit peu à mes tissus, puis là, ben, mes matériaux me parlent, puis je crée comme ça. Est-ce que vous pouvez faire du sur-mesure? Oui.
Oh oui, ça, Donc, si j'arrive avec certaines pièces qui ont une signification, un bout de manteau, et ainsi de suite, vous allez pouvoir créer quelque chose? Je fais régulièrement. Je fais régulièrement. Je fais même... il y a des dames qui ont un bijou de valeur. Il porte plus, c'est plus au goût du jour. Je le mets sur une base de cuir. Je fais de quoi un peu funky, puis le bijou reprend vie. Bon, parlez-moi de votre clientèle. Elle a quel profil, votre clientèle? Bien, ma clientèle cible, contrairement à ce que je pensais, qui était pour être la femme de 25-35 ans, c'est pas ça du tout. C'est la dame de 35 à 80. Ah oui? Étonnamment. Donc, elle a de la bête encore en elle, ça va être ça? Oui, c'est les madames qui étaient marginales étant jeunes, ils le sont encore rendues à 80. Ils sont super contentes de voir ça, eux autres. Ça va entre quel prix et quel prix si on veut acheter une de ces pièces-là? Bien, ça part à peu près à 40 jusqu'à, je dirais, 160 pour des plus grosses pièces. J'ai des bijoux un petit peu plus élaborés. Mais si on parle d'un bijou comme un bracelet ici, c'est à peu près 45, 50 dépendamment de ce qu'il y a dessus, le temps que j'y mets. Il n'y a pas de boutique La Bête, hein, c'est ça? Non, j'ai pas pignon sur rue. Est-ce que vous vendez à d'autres boutiques ou est-ce qu'on doit acheter absolument en ligne? Bien, je vends surtout en salon d'exposition, mais il y a des boutiques qui ont mes créations, dont à Saint-Sauveur, à Saint-Adolphe-d'Howard et à Québec. Ici, à Laval, il n'y a rien? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Bon, on peut quand même appeler. Il y a un numéro de téléphone où vous pouvez justement rejoindre Joanne Champigny. Je vais vous le donner, il va apparaître au bas de l'écran. 514-518-5062. Donc, 514-518-5062. Sinon, Joanne avec un H-A-2-N-E @la-bête.com. C'est bien ça, Joanne? Exactement. Et j'ai un site Internet aussi qui est... Donc, qui est labête.com. Qui est www.la-bête.com. Et bon, là, ça fait 5 ans. Est-ce que vous allez faire, je sais pas, une pièce collection pour votre 5e anniversaire? Ben, écoute, là j'ai un gros salon. J'ai le salon de la moto, là, qui va être en fin de semaine, justement. Et puis ça, c'est une grosse pièce pour moi, là, parce que je sors un petit peu des bijoux que je fais habituellement. Je vais un petit peu plus dans le rock, mais après ça, ben, je sais pas, je laisse le bateau me guider. On nourrit la bête, comme on dit. Exactement. Merci, Joanne Champigny. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez des animaux à la maison ou vous êtes allergique aux poils, mais j'ai peut-être une solution à votre problème. Moi, j'étais avec Alexandre Gariepi du Salon des Reptiles. Ça va bien, Alexandre? Bien, vous? Excellent. Alors, écoute, d'entrée de jeu, je voudrais que tu nous parles du salon, s'il te plaît. Oui. En fait, le Salon des Reptiles, c'est un événement qu'on a environ depuis 15-16 ans. OK. C'est une façon aux gens de pouvoir voir la différence entre ce que les gens pensent et la réalité sur les reptiles. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas réels. OK. Puis en fait, c'est pour aider à démystifier, en fait, une passion qui est commune à bien des gens au Québec, mais qui est souvent gardée un peu à l'écart. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, justement, ne vont pas l'accepter souvent. OK. Donc, c'est une façon, en fait, de montrer aux gens que c'est pas parce que c'est un reptile que ça veut vous manger. Oui, c'est ça. Puis, ça peut être, comme vous voyez ici, c'est pas parce que c'est un serpent que ça va vouloir vous mordre assez absolument. Non, il a l'air très, très gentil. Exactement. Fait que c'est vraiment pour vous montrer une certaine variété des espèces qu'on peut pas voir normalement. OK. Et c'est surtout pour démystifier, montrer aux gens que ce n'est pas dangereux. Et en fait, c'est de l'éducation. Parfait. À grand niveau. Là. C'est des centaines d'animaux présentés durant la fin de semaine pour vous montrer. Et est-ce que ça peut arriver que des gens ont la phobie des reptiles et quand ils sortent du salon, ils veulent en acheter un, ils veulent s'en procurer un? Oui, ça arrive quand même très fréquemment, mais c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère parce que c'est quand même un être vivant. Faut pas... Un animal, ça ne s'achète pas sur un coup de tête. Ouais. Ce qui est malheureusement le cas très souvent. On rentre dans une animalerie, on tombe en animal avec un chiot et on l'achète. Ça, c'est des animaux qui ont besoin... C'est pas comme un chien ou un chat qui ont besoin... C'est juste un bol de bouffe, un bol d'eau. Là. Ils ont besoin de conditions particulières par espèce. OK. Donc, c'est sûr, si tu tombes un animal avec une espèce, puis tu t'informes pas, puis tu te rends compte que tu as un serpent qui vient 15 pieds, puis tu as un 2,5, des fois, c'est pas une bonne alliance. Voilà. Mais c'est vraiment de s'informer. Une fois que vous êtes informé, vous voyez que ça fit dans vos critères. OK. Là, ça peut être une bonne option. Mais c'est toujours de s'informer avant de juste en acheter un en sortant d'une exposition. Et les serpents, je regarde le serpent, je vais y toucher, c'est froid, hein? C'est ça. En fait, c'est que les gens vont dire, c'est une idée générale qui dit que les reptiles ont le sang-froid. OK. Les reptiles n'ont pas le sang-froid, en fait, ils sont ectothermes. Ils vont absorber leur chaleur de leur environnement. OK. Donc, en temps naturel, le soleil qui va réchauffer les roches, tout en fait.
Tandis que les reptiles en captivité, c'est sûr que si vous avez un serpent, vous n'avez pas assez de chaleur pour votre serpent, vous le prenez. Notre corps est quand même à une température assez élevée. Donc, même s'il serait à 25 puis on lui touche, il va quand même avoir une sensation fraîche, sans que ce soit vraiment froid. Mais tout dépendant des espèces, certaines vont avoir une température plus haute ou plus fraîche pour être capable de vivre. Ah, c'est le fun. Et en 2015, est-ce qu'il y a encore des préjugés sur les reptiles? En fait, énormément. C'est sûr qu'il y en a moins qu'avant. C'est sûr que les expositions d'il y a une quinzaine d'années, les questions étaient un peu moins poussées et il y avait beaucoup plus de, comment je pourrais dire, de fausses idées. Il y en a encore, mais les gens sont un peu mieux informés. Et c'est sûr, par contre, qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Mais c'est vraiment la peur de l'inconnu. Je veux dire, si vous voyez ce serpent-ci sur le plancher, vous ne savez pas quoi faire, je veux dire, il ne partira jamais après vous. Là. Il n'attaquera pas. Exactement. Voilà. Dans le sens que certaines personnes vont juste, à vue d'un serpent, même en plastique, qui vont avoir certaines peurs. Mais c'est justement, c'est qu'ils ne savent pas comme le caractère. Ils ne vont pas savoir non plus comment ils vont réagir. Donc, c'est vraiment plus une peur de l'inconnu. Certaines ont des vraies phobies. On a tous une phobie inexplicable. Par contre, il y a les gens qui viennent au salon en général, c'est avec l'idée de vouloir vaincre ou au moins essayer de vaincre leur peur. Là, je vois ici que tu as un serpent. En fait, c'est un python royal. Un python royal. Et sur ton épaule, ici? Ici, j'ai un ver en noir. C'est une espèce indonésienne. OK. Et ça, c'est pas dangereux? Est-ce que ça mord? En fait, tout peut mordre. Tout ce qui a une bouche peut mordre. J'ai une bouche, tu as une bouche, on peut tout mordre. Mais c'est pas les pousser à la limite. C'est sûr que certains reptiles, vu que c'est plus instinctif, il peut avoir certaines morsures à cause lorsque tu les nourris. Mais ça, c'est ton erreur. Je te dirais 99,9 % quand on est mordu par un reptile, c'est notre propre faute. On n'a pas respecté l'animal. On lui a fait peur, on l'a blessé ou on n'a tout simplement pas fait attention lors de l'alimentation. OK. Et petite question comme ça, entre toi et moi, est-ce que c'est plus les hommes ou les femmes qui ont peur des reptiles? En fait, c'est pas mal 50-50, mais quand quelqu'un... C'est plate à dire, là, mais les hommes vont souvent être moins tentés de vaincre leur peur. Ah oui? Je dis que ça ferait 50-50, sauf que plutôt, tu as 10 femmes, tu as 10 hommes qui ont peur des reptiles. Tu as plus de chances que les 10 femmes peut-être être touchées puis à vaincre leur peur plus que les hommes. C'est plus extrême. Mais ça dépend vraiment des cas. J'ai vu les deux. Sauf qu'en règle générale, là, avec la j'ai travaillé dans le public et compagnie, c'était surtout des hommes qui avaient moins tendance à vouloir faire le premier pas. Et en terminant, peux-tu nous dire l'adresse et les heures? En fait, oui. Pour l'histoire des reptiles, ça va être au Cégep Maisonneuve, métro P9. Vous avez des questions, appelez au Magazou. C'est le 514-593-5538. Ils sont ouverts du lundi au vendredi. En fait, toute la semaine, mais du lundi au vendredi en particulier. Donc, gênez-vous pas pour appeler si vous avez des questions. Sinon, le centre des reptiles.com. Super. Bien, merci beaucoup, Alexandre, du Salon des reptiles. Elle est l'ex-députée de la circonscription de Sainte-Rose et présidente directrice générale chez Jeune Entreprise du Québec. Elle est une régulière à l'émission. Suzanne Proulx, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, Éric. Cette semaine, on parle de la persévérance scolaire. C'est l'affaire de tous. Tout un défi. Tout un défi. Alors, on a terminé justement la semaine dernière, les journées de la persévérance scolaire. Et vous savez, le décrochage scolaire, c'est un phénomène complexe. C'est rarement un acte spontané de la part des jeunes. C'est toujours le cumul de différents facteurs qui, bien souvent, peuvent même originer de la petite enfance. Alors, des frustrations à l'école, accumulées. Manque de stimulation aussi dès la petite enfance. Donc, il y a des facteurs qui sont inhérents à la famille, il y a des facteurs qui sont inhérents à l'école et il y a des facteurs qui sont inhérents à l'environnement. On pourra revenir peut-être sur ces différents facteurs-là et les rôles et responsabilités de chacun des intervenants dans la prévention du décrochage scolaire. Mais je pense que c'est important qu'on prenne le temps de regarder quelles sont les conséquences, autant pour les jeunes que pour la société, du décrochage. Et quelles sont justement ces conséquences? Pour un jeune, c'est un drame. Je vous dirais, c'est un drame dans sa vie parce que quand on regarde les données statistiques, il y a des études qui ont été faites et qui démontrent que tout au long de la vie, une personne non diplômée a un manque à gagner de 400 et au-delà de 400 000 $ tout au long de sa vie. Alors, vous savez, c'est comme si on disait qu'on part très mal dans la vie lorsqu'on n'est pas diplômé. On regarde aussi les personnes sans diplôme se retrouvent majoritairement assistés sociaux sur l'aide sociale. Ils sont les premiers à
à souffrir de la décroissance économique, du chômage. Et on les retrouve aussi, bien souvent, en majorité, dans la population carcérale. Alors, on voit que les enjeux sociaux sont extrêmement importants, liés aux jeunes qu'on ne réussit pas à diplômer. Quand j'entends jeune, j'entends jeune homme. Parce que c'est majoritairement des jeunes hommes qui décrochent. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Je pense que on a peut-être des questions à se poser comme société sur notre façon de tenir compte de cette différenciation d'apprentissage, de façon d'apprendre entre les garçons et les filles. Absolument. L'école s'était beaucoup féminisée, si on peut dire, parce qu'il y a des profs en majorité féminine qui apprennent à des garçons et c'est une autre approche différente. Hein? Oui, oui. Et vous savez, il y a toute cette question aussi de féminisation de la profession. Et vous savez à quel point le rôle de l'enseignant est important dans la persévérance scolaire. Ça devient un modèle. Ça devient un modèle et cette relation privilégiée doit être maintenue, doit être favorisée. Et si on parle des rôles et des responsabilités dans tout ce phénomène de la persévérance scolaire et du décrochage, quand on se rend compte à quel point les enseignants ont un impact dans la décision ou dans la réussite scolaire ou dans la décision de poursuivre des études ou pas, on doit aussi considérer la valorisation de cette profession-là. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à l'ancienne formule, c'est-à-dire des profs gars avec des gars et des profs filles avec des filles? Je pense qu'on a peut-être dans les 20 dernières années, 25 dernières années, évacué rapidement. On est allé de réforme en réforme et il y a peut-être des choses qui fonctionnaient bien. D'échec en échec aussi. Il y a peut-être des choses qui fonctionnaient bien qu'on a évacuées un peu rapidement. Et je pense qu'on doit tenir compte de ça, de cette différenciation. Les garçons n'apprennent pas comme les filles et les mêmes matières n'intéressent pas au même niveau les garçons et les filles. Et peut-être que si, dans notre façon de faire l'école, on tenait un peu plus compte de ces différences, peut-être qu'on aurait des résultats différents aussi. La bonne nouvelle, c'est que le taux de décrochage diminue d'année en année. C'est la bonne nouvelle et ce n'est pas étranger à cette prise de conscience collective qu'on peut constater quand même au Québec ces dernières années. Vous savez, j'étais ici à Laval dans la conférence de presse la semaine dernière de lancement de la persévérance scolaire et l'ensemble, je vous dirais, des acteurs socio-économiques étaient présents et se sont engagés et se mobilisent, notamment à Laval. Et il y a eu des résultats. Moi, j'ai été extrêmement contente de voir que dans les 5 dernières années, on a gagné 4 points. Donc, le décrochage scolaire a diminué quand même de 4 %. Alors, ce sont des petits pas, mais je pense qu'on est dans la bonne direction par la mobilisation de la collectivité. Vous connaissez Réussite Laval? Tout à fait. Alors, moi, ils ont un très beau site web. Absolument, réussitelaval.ca. Oui, alors, autant pour les enseignants, pour les parents. Et vous savez, les parents ont aussi un rôle d'encouragement, de soutien, de support. On ne veut pas des parents décrocheurs auprès de leurs jeunes. On veut des parents mobilisés dans la réussite scolaire de leurs jeunes. Et il y a sur ce site une foule de trucs et de bons coups et de choses à partager. Pour intéresser les enfants aux études. Et un parent, ça doit élever ses enfants, pas juste l'éduquer. OK? 450-686-4343, 450-686-4343. À la prochaine, Suzanne. Merci. Merci bien, Éric. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est au paradis. Oui, le paradis du chocolat. On est chez Thalie Chocolat. C'est une petite chocolaterie qui est sur Sainte-Rose. Vous savez, là, l'espèce de Y sur des terrasses et Sainte-Rose, c'est juste là. On a avec nous Nathalie Lahaye qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que sa chocolaterie. Mais avant tout, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ton histoire parce que c'est vraiment touchant puis c'est très impressionnant. On part de loin, hein? Oui, on part de loin. En fait, c'est une deuxième vie. J'ai travaillé au milieu hospitalier pendant tout près de 27 ans. Et du jour au lendemain, le trop-plein est arrivé. Fait que j'ai complètement laissé l'hôpital pour me consacrer à un peu de repos. Puis durant le repos, j'ai pris des cours amateurs de chocolat. Et par le fait même, ma fille est en secondaire 5 puis elle voulait partir une chocolaterie.
Fait que j'avais une amie à Montréal qui avait une chocolaterie. Donc, nous sommes allés la visiter un après-midi de temps. Puis en sortant de la boutique, ma fille a dit non, c'est pas pour moi. Puis moi, j'ai dit oui, ça, c'est pour moi. Puis c'est de là que ça a parti le changement de vie, de la pharmacie à la préparation de chocolat divin, là. Et c'est pour ça que ça s'appelle Thalie, parce que je m'appelle Nathalie. C'est sûr que mon rêve, c'était d'ouvrir une boutique. Fait que quand j'ai commencé, j'ai fait pendant 50 ans que des expositions à travers le Québec, dont le Salon des métiers d'art de Montréal pendant plusieurs années. Puis c'est là que je pense que le nom Thalie Chocolat commençait à sonner dans la tête des gens. Ma force, c'est la créativité que j'utilise dans mes chocolats. J'aime beaucoup la couleur, le détail, les saveurs, le dosage aussi, bien doser mes chocolats. Puis je pense que c'est à travers toutes ces choses-là que Thalie commence vraiment à faire son nom. J'ai ouvert, moi, mon rêve, c'était d'ouvrir dans une boutique, dans une maison centenaire, dans le Vieux-Sainte-Rose, pour vraiment avoir un charme et avoir l'atmosphère qui m'a inspirée aussi du film Chocolat avec Geneviève Binoche. On m'a même déjà appelé la Binoche de Laval. Donc, c'est vraiment ça, la chaleur humaine que je veux, le réconfort, c'est ce que je veux avoir, c'est ce que je veux dégager pour que les gens se sentent bien quand ils viennent chez Thalie. Parce que c'est un produit haut de gamme, quand même assez dispendieux, mais c'est un luxe, mettons, qu'on peut se permettre plus aujourd'hui. Et puis apprendre qu'est-ce que c'est exactement le cacao, parce que souvent, il y en a qui pensent, qui ne savent pas vraiment c'est quoi les procédés de transformation. Fait qu'en venant aussi chez Thalie, on peut déguster à tout, donc vraiment voir c'est quoi, nous, notre saveur de chocolat qu'on préfère. Je fais tout moi-même, à même la chocolaterie, j'ai ma fabrique, puis ma boutique qui est juste à côté. Et puis Thalie, le personnage, c'est moi. Puis ça a été fait par une illustratrice de France. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit peu de connotation européenne. On peut venir déguster aussi, comme tu disais. Là, tu nous fais faire des petites dégustations. Puis explique-moi en gros, là, ici, ça ressemble à quoi? Là? Bien, en fait, ça, c'est tous mes coups de cœur de chocolat de Valrhona, parce que c'est sûr qu'il y en a plus que ça. Mais Valrhona, c'est les seuls qui ont du chocolat blanc. C'est du chocolat blanc qui a subi une surcuisson par erreur. Fait que sans brûler, il a changé de couleur, mais de saveur en même temps. Suite à cette erreur-là, ça a quand même pris 8 ans d'études avec des chimistes, puis ça a été commercialisé l'année dernière. Donc, c'est plus toffee sucre à la crème. Les Français, ils disent biscuit breton. Donc, on a le plus sucré qui est le chocolat blanc, jusqu'au moins sucré, le Abinao qui est 85 %. Ce qui est important à savoir, c'est que plus on diminue en sucre, plus on augmente en beurre de cacao, mais c'est un bon gras, puis c'est ce qui fait la saveur du chocolat. Supposons là, qu'on voudrait, nous, que tu nous fasses des recettes. Veux-tu nous parler de tes petites recettes à toi, tes petits coups de cœur? Là, je vois ici qu'on a de la guimauve maison. Moi, je fais de la guimauve maison. C'est sûr que je dose encore le sucre parce que moi, je trouve qu'on sucre trop aujourd'hui. Fait qu'on passe à côté des vraies saveurs des produits. Donc, je diminue le sucre, puis c'est plus fondant. Puis il n'y a pas le goût chimique des guimauves qu'on prend, là, commercial. Puis vu que c'est toujours frais fait, bien, ils n'ont pas eu le temps de sécher. Donc, moi, ici, Thalie, la boutique est petite, mais les quantités sont petites, ce qui fait que je renouvelle régulièrement. Alors, j'en ai chocolat noir et chocolat au lait. J'ai aussi mon choco caramel fleur de sel. Ça, c'est le coup de cœur de beaucoup des gens parce que non seulement je diminue le sucre, mais j'essaie d'utiliser beaucoup plus de sirop d'érable au lieu du sucre parce que c'est le meilleur sucre qui existe. Donc, mon caramel a été fait avec du sirop d'érable. Fait que ça, en tartinade, c'est super bon ou en coulis sur des crêpes le matin, le dimanche, là, on peut se permettre un petit peu plus de calories. Donc, c'est vraiment, vraiment super bon. J'ai mes bonbons chocolatés ici aussi. Ce qui est particulier dans les chocolats, c'est que les gens me disent souvent comment ça fait que c'est si bon. C'est parce que, justement, c'est frais. Donc, mon chocolat au Porto, le Porto n'a pas eu le temps de s'évaporer. Il est là. C'est un Porto à saveur de noisette. Il n'y a pas d'agent de conservation des produits chimiques dont plusieurs chocolatiers font ça, mais moi, il n'y a pas d'essence dedans. C'est des vraies framboises, du vrai citron. Donc, c'est un rendez-vous, hein? C'est pas compliqué, là. Vous venez ici, 15 rue Sainte-Rose. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste sur le Y des Terrasses et Sainte-Rose. On vous invite, vous venez. Très convivial, Thalie. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis, à bientôt, j'espère.
Il est notre avocat en résidence. À chaque semaine, il vient nous effleurer un sujet qu'il va éventuellement traiter plus à fond dans le cadre de son émission qui a pour nom Justice citoyenne, qui va être en ondes à compter du mois de mars. Vous allez pouvoir la voir à toutes les semaines. Il s'agit de Maître Sylvain Lamarche. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Éric. On parle cette fois-ci de congédiement ou de licenciement, mais dans quel cadre, justement? Dans le contexte actuel au niveau économique, on assiste souvent à des licenciements économiques, des fermetures d'usines, des abolitions de postes, des restructurations économiques et parfois même des ventes d'entreprises. Et le législateur a prévu des droits, de la continuité du contrat de travail et le maintien en emploi des travailleurs, malgré le fait qu'il y ait une restructuration économique ou qu'il y ait une vente d'entreprise. Il me semble que c'est difficile. Je vous donne un exemple. Par chez moi, il y avait un Zellers qui a fermé pour devenir un Target. Et tous les employés qui étaient chez Zellers n'ont pas été embauchés par Target. Quelle sorte de droit avaient ces travailleurs-là? Pourtant, la loi sur les normes du travail prévoit à l'article 96-97 que le contrat d'entreprise continue. Le contrat de travail continue et les travailleurs, il y a une continuité de service au niveau que l'aliénation, finalement, de l'entreprise ne met pas fin au contrat de travail. Donc, il y a des recours qui sont possibles et quelqu'un qui aurait été forcé de donner sa démission ou d'être congédié par l'ancien employeur à cause de la vente d'entreprise pourrait avoir recours contre l'ancien employeur et demander la réintégration chez le nouvel employeur. Bien sûr, il y a plusieurs contextes économiques et l'employeur aura le fardeau de démontrer qu'il y avait nécessité de restructuration et de mise à pied. Et il y a des critères qui prévoient qu'il ne faut pas que ce soit nécessairement abusif et que ce soit un prétexte, finalement, de se débarrasser des travailleurs les plus anciens. S'il y a prime, à ce moment-là, est-ce que ça vient annuler tout ça? Évidemment, ça n'empêche pas la possibilité pour un employeur de donner un délai congé. La jurisprudence a élaboré différents critères concernant l'âge, exemple, la nature particulière de l'emploi, les difficultés de retrouver un autre emploi, les champs spécifiques de l'industrie. Donc, il y aura finalement la possibilité de donner une indemnité de départ, mais il faudrait qu'elle respecte les critères de la jurisprudence qui a été établie. OK. Si ma compagnie a été vendue à une autre compagnie et que cette compagnie-là est plus techniquement modernisée et que je n'ai pas ces qualifications-là, est-ce que l'employeur peut me dire, c'est parce que vous n'avez pas les qualifications pour avoir cet emploi-là? La vente d'entreprise, maintenant, pourrait, c'est sûr, dans de nouvelles conditions de travail pourraient s'ajouter au contrat de travail. Il faudra voir si ces conditions de travail-là, l'employeur a donné la possibilité au nouvel employé de pouvoir s'intégrer facilement au sein de ces nouvelles fonctions. Normalement, si c'est une modification majeure du contrat de travail, ça pourrait constituer un congédiement déguisé. Donc, chaque cas est un cas d'espèce et devrait être analysé de façon correcte pour éviter finalement que le nouvel acquéreur se débarrasse sans droit, excusez l'expression, du nouvel employé. Bon, étant donné que la justice, c'est une balance, ça penche de quel bord dans ce genre de cas-là? Plus souvent vers le travailleur ou vers l'employeur? Malheureusement, présentement, il y a, je pense, à partir du moment où l'employeur, l'ancien employeur, le nouvel employeur et surtout le salarié, les travailleurs sont informés finalement qu'il y a continuité des droits en matière de contrat de travail lorsqu'il y a vente d'entreprise. Et lorsque tout le monde est informé à l'effet que le licenciement économique peut être une cause de congédiement, en autant qu'on respecte les critères d'indemnité de départ et que ce ne soit pas finalement un faux prétexte pour se débarrasser des salariés plus anciens, pour embaucher des salariés qui sont plus précaires ou de transformer finalement des postes de travail en fractionnant les contrats de travail et les emplois. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura lieu de vérifier avant tout de s'adresser à des organismes compétents. Lors de l'émission, on aura des représentants d'organismes, représentants de salariés non syndiqués qui vont venir nous expliquer finalement les pièges à éviter lorsqu'il y a aliénation d'entreprise ou lorsqu'il y a restructuration d'entreprise. Non seulement les pièges, mais également les solutions si on est pris dans ce cadre-là. Il existe des recours, effectivement. L'article 124 de la Loi sur les normes du travail, si on a 2 ans d'ancienneté, on peut avoir recours contre congédiement sans cause juste suffisante. Et il y a le Code civil du Québec, là, si on n'a pas un motif sérieux de congédiement. Et on aura le droit à ce moment-là à une indemnité de délai congé. Donc de là l'importance de départ. Donc de là l'importance de votre émission Justice citoyenne. Ils seront informés et on invite les gens finalement à nous écrire s'ils veulent avoir des questions ou des commentaires. Là, spécifiquement sur ce sujet-là.
Alors, si vous sentez que vous avez été congédié ou licencié de façon abusive, vous ou pouvez... sans cause juste suffisante. Oui, c'est ça. Vous pouvez écrire à justicecitoyenne@tvrl.ca. À la semaine prochaine, Sylvain. Merci. Merci. La cérémonie des Oscars couverte dans le monde entier a eu lieu le dimanche 22 février dernier. Et Nicolas Vincent Poirier est avec nous aujourd'hui pour nous en faire une petite récapitulation à sa manière. Salut, Nicolas. Salut. Alors, finalement, tu as fait des liens intéressants entre les nominations, certains gagnants et des événements du passé. Exactement. Et juste une petite parenthèse, bon, les Oscars, c'est la 87e édition cette année. Donc, il y a eu plusieurs catégories qui sont arrivées, d'autres qui sont disparues. Et il faut mentionner dans celles qui n'existent plus, Best Title Writing, c'est-à-dire la meilleure écriture, parce que au début, c'était des films muets. La première année, donc, évidemment, il n'y avait pas une catégorie de son. Donc, il y a eu un Oscar pour la meilleure écriture. Et puis, bien, il y a des catégories qui sont arrivées par la suite, les effets spéciaux, tout ça, ça ne devait peut-être pas exister dans ce temps-là. Non, ça n'existait pas. Il y avait un autre nom pour ça, mais bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus perfectionné que dans le temps. Et cette année, je trouve que il y avait des très bons films en nomination comparés à d'autres années. Parce que, bon, si on prend le film Birdman, qui a gagné comme meilleur film, écoute, c'est la première fois qu'on nous présente un film qui est comme un plan séquence. Évidemment, il n'a pas été tourné comme un plan séquence, mais on dirait que c'est un seul plan du début à la fin. Et même que le réalisateur Alejandro González Iñárritu, il a gagné comme meilleure réalisation. Et tout le monde essayait de le décourager. Tout le monde lui disait « ça n'a pas de sens, tu vas te péter la gueule ». Bon, bien, finalement, il a gagné un Oscar pour ça. Il a gagné un Oscar. C'est un film d'à peu près, admettons, c'est 2 heures, bien, l'action se passe vraiment dans 2 heures. C'est ça. On a l'impression que... Bien, pas tout à fait, mais on a l'impression que la caméra ne coupe jamais. OK, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est Michael Douglas, qui joue dans le film. Excuse-moi, Michael Keaton, qu'est-ce que je dis là? Mais en réalité, non, c'est pas vrai, parce que Michael Keaton, c'est son nom d'acteur. Son vrai nom, c'est Michael Douglas. Je savais pas ça. Oui, et pour pas justement mélanger les gens, il a décidé de changer son nom pour Michael Keaton. Et Michael Keaton, justement, qui a été en nomination pour meilleur acteur, lui, dans le fond, bon, il joue un acteur qui veut désespérément faire son comeback. Et moi, je pense que c'est ce qui va un petit peu arriver dans la vraie vie. Et ça me fait penser, justement, en 2009, Mickey Rourke avait été en nomination, justement, comme meilleur acteur pour le film The Wrestler. Et The Wrestler, ça raconte l'histoire d'un lutteur qui essaye désespérément de faire son comeback. Et évidemment, ça a été en même temps le comeback de Mickey Rourke. Ça a fonctionné. Il a fait vraiment une super performance dans ce film-là. Tout à fait. Et comme meilleur acteur, Eddie Redmayne pour le film The Theory of Everything. Alors lui, évidemment, une chance qu'il a eu le score parce que vraiment, cette année, il n'y a personne, à mon avis, qui s'est démarqué autant que lui en tant qu'acteur. Et c'est un petit peu le même principe qui est arrivé en 89 avec le film My Left Foot. Daniel Day-Lewis qui a gagné le score pour ce film-là. Et Daniel Day-Lewis, dans ce film-là, il jouait le rôle d'un peintre qui était paralysé et il pouvait juste bouger un de ses pieds, justement. Et durant le tournage, ça a été un calvaire, selon les dires de beaucoup de gens, parce que justement, Daniel Day-Lewis était tellement dans son personnage qu'il restait... Il faisait ça même hors... Exactement, il fallait le nourrir, là. Tu sais, ça te donne un peu, ça te donne un peu une idée. Donc, Eddie Redmayne, qui a été obligé de passer à travers des mois et des mois de préparation, il le mérite, son Oscar. Ah, tout à fait, mon Dieu. Mais j'avais fait quelques prédictions. J'avais prédit Bradley Cooper. Bradley Cooper, il est bon, Bradley Cooper. Mais bon, écoute, Bradley Cooper, il a pris 30 livres pour son rôle. Eddie Redmayne, il a arrêté de vivre. Écoute, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait. Et une autre nomination comme meilleur film de l'année, ça a été Boyhood. Mais ça aussi, c'est une première dans le cinéma. Il n'y a pas de films qui ont été tournés durant une période de 12 ans. Et c'est le cas pour Boyhood. C'est énorme. Et même que le réalisateur avait prévu, si quelque chose lui arrivait durant ces 12 années-là de tournage, parce qu'on suit l'évolution d'un garçon jusqu'à l'âge adulte, il tournait dans le fond quelques journées par année. Si quelque chose arrivait au réalisateur, c'était l'acteur principal, Ethan Hawke, qui devait le remplacer en tant que réalisateur, ce qui est quand même...
C'est spécial. C'est spécial. Et ça, il devait signer un contrat pour ça? Ça a l'air que non, c'était vraiment comme... c'était la confiance, c'était basé sur la confiance. C'est ça, parce que c'est trop gros comme projet quand même. Et même que le réalisateur avait demandé à Patricia Arquette, justement, qui a gagné comme meilleure actrice de soutien, il lui avait demandé justement, s'il te plaît, pas de chirurgie plastique pour les 12 prochaines années parce que ton personnage va trop... il sera pas pareil du tout. Et ça, c'est pas peu dire à Hollywood pour une actrice de son âge. Je dis, bon, pas de chirurgie plastique, mais ça a valu la peine de gagner l'Oscar. Exactement, mais personne ne l'aurait su dans le temps. Qu'est-ce qui aurait arrivé si ce serait le petit garçon qui serait mort après quelques années? Ça aurait été, la catastrophe. La catastrophe, exactement. Et ce qu'il faut mentionner aussi dans les Razzies, un des pires films de l'année, en tout cas la pire réalisation de l'année, ça a été le film Transformers 4. Michael Bay a gagné le Razzie. Il était en nomination aussi et vraiment, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'est épouvantable. Nicolas, il n'y a plus de temps, mais en finissant, notre Jean-Marc Vallée, Reese Witherspoon n'a pas gagné. Malheureusement, non. Ben non, c'est Julianne Moore qui s'est sauvée avec. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, exactement. Merci, Nicolas. Fort intéressant. Ça conclut déjà notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, de votre entreprise, vos associations ou organisations. Voici les différentes façons pour entrer en contact avec l'équipe de Laval et compagnie. Tout d'abord, par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Merci à nos invités qui se sont déplacés en studio et nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses et bien sûr notre équipe de réalisation et de production. Tu vas être là la semaine prochaine, Émilie? Oui, je suis contente d'être de retour. Oui, c'est assez. Les salons de l'auto, ça va faire. OK. Et n'oubliez pas en terminant qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.